Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus. Donc, je suis Jérôme Mazurel. Pour faire une petite histoire courte, aujourd'hui, je m'occupe de 50 Partners, qui est un incubateur sur la mode un peu des incubateurs anglo-saxons. Donc, ça sera une partie du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Je suis également cofondateur de Investir en Direct, qui est une solution d'accompagnement de projets en levée de fonds sur des tickets entre 500 000 et 1 million d'euros dans des projets dans les nouvelles technologies. Et si je reviens un petit peu en avant, j'ai fait de l'investissement dans des fonds venture chez NextEdge et chez Rothschild. Et je suis cofondateur d'Aggregator, et donc qui a donné naissance à Viaduc, qui est devenu Viadeo, sur la partie, on va dire, plus entrepreneur. Donc aujourd'hui, on va parler donc de l'écosystème d'amorçage. L'idée, c'est un petit peu de faire un point et de brosser un tableau général de toutes les solutions d'accompagnement, de toutes les aides, de tous les soutiens, qu'ils soient financiers ou d'accompagnement, de conseils, etc., que vous pouvez trouver. Pour ceux qui étaient là ce matin, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que l'écosystème entrepreneurial, vous le savez, c'est beaucoup développé. Il y a énormément de choses, c'est difficile de s'y retrouver. Donc l'idée, c'est un peu de débroussailler tout ça. Et puis ce que je vous propose aussi, c'est comme on n'est pas trop nombreux, d'avoir une forte interaction. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Voilà, alors on parlait d'écosystème, donc on dit écosystème structuré. Voilà à peu près le type d'acteurs auxquels vous pouvez être confrontés. C'est quelques-uns des logos de gens qui sont un peu dans l'écosystème startup. Et donc globalement, quand vous démarrez une startup aujourd'hui, vous avez à peu près tous ces interlocuteurs à qui vous pouvez vous adresser pour plein de sujets différents. Donc effectivement, c'est un petit peu la jungle, et l'idée, c'est effectivement, encore une fois, de s'y retrouver un petit peu là-dedans. Vous retrouvez donc là-dedans des fonds, des incubateurs, des sociétés publiques, enfin des structures publiques, tout un tas de gens. Donc on va essayer de voir un peu tout ça. Vous reconnaissez ce grand entrepreneur. Donc l'idée un petit peu de ça, c'est d'abord qui fait du sport, qui a déjà joué au tennis. Ouais, pas hyper sportif quand même là. Qui a fait du golf? Bon, globalement, tout le monde a déjà touché une raquette et voit à peu près en quoi ça consiste le tennis. Le tennis, c'est intéressant parce que par rapport à l'entrepreneuriat, j'ai trouvé ça dans le train hier. Il y a un parallèle hyper intéressant entre le sport et l'entrepreneuriat, c'est que quand on fait un coup de tennis, quand on fait une partie de tennis, il faut se préparer. C'est-à-dire que la balle, que ce soit un coup de golf ou un coup de tennis, c'est pas le moment où on frappe la balle qui va déterminer si ça va aller dans le court ou pas dans le court. C'est tout un tas de choses, tout un tas d'éléments. Ça va être la préparation, ça va être même avant le match, mais au moment où on va frapper la balle, ça va être les petits pas au début, ça va être la préparation de la raquette, ça va être la vision qu'on a du jeu, le moment où on frappe, et puis même le finish de la raquette. Ça, c'est assez bien l'entrepreneuriat. On se dit toujours qu'il y a un Graal, qu'il y a un step, qui est le moment en fait où on tape, et c'est le moment où on tape la balle, on se dit ça peut être la levée de fonds, ça peut être l'atteinte du break-even, ça peut être plein de trucs. Mais en fait, c'est faux. L'entrepreneuriat, ce qui va déterminer si la balle est bonne, au final, c'est tout un tas de choses. Et en fait, pendant toutes ces étapes, si on décortique l'ensemble du mouvement du tennis, à toutes ces étapes, il y a des structures qui peuvent vous aider et sur lesquelles il faut s'appuyer, sur lesquelles il faut se concentrer. Et c'est un peu on peut, dans les différents éléments du mouvement du tennis, retrouver toutes les étapes de l'entrepreneuriat et tous les gens qui peuvent vous aider. Donc si on fait le parallèle sur ces différentes étapes, il y a effectivement, au départ, je démarre avec une idée, elle est bonne, elle n'est pas bonne, une équipe, je m'entoure de quel type de personnes, est-ce que je trouve un business model, je vais lancer un produit, je vais aller toucher des clients, je vais revenir sur mon produit, je vais itérer, je vais chercher du financement, je vais développer l'international, enfin voilà, tout un tas d'étapes. Et il n'y a pas un moment à l'entrepreneuriat sur lequel il faut être bon, c'est sur l'ensemble de ces étapes-là. Donc si on revient sur notre écosystème, finalement, si on essaie de nettoyer un peu tous les logos qu'on a vus tout à l'heure, en fait, il y a effectivement des grandes familles qui correspondent à ces étapes du coup droit de Nadal, qui sont typiquement, par exemple, donc là, les trois grandes familles qu'on va identifier, c'est effectivement les pépinières et les incubateurs, les aides et les subventions, donc le financement public,
et le financement privé, donc au travers des VC, des leveurs de fonds, etc. Donc si on les prend un petit peu les uns après les autres, donc pour tout balayer, donc c'est on va dire l'étape petit pas, petit pas, petit pas, c'est ce que me disait mon papa quand on joue au tennis, qui correspond effectivement aux pépinières et aux incubateurs. Donc dans les pépinières et les incubateurs, il y a un petit peu de tout. Donc si on dégrossit, il y a les pépinières d'entreprise. Donc ça, c'est des gens qui proposent des bureaux, tout simplement, donc qui vont héberger la société. Donc c'est un peu ce que propose notamment Xavier Niel avec la Fraissinet. Mais il y a énormément de structures qui peuvent accompagner des projets et offrir des bureaux. Les accélérateurs, donc par rapport aux incubateurs, la façon dont on peut les définir, c'est les accélérateurs, c'est souvent des accompagnements sur des périodes courtes. Donc c'est 3 mois ou 6 mois. Ils veulent accélérer, c'est-à-dire qu'ils prennent le projet à un moment donné, et puis ils vont vous aider pendant 3 mois, pendant 6 mois à trouver un chemin, à tester des clients, à finaliser un produit. C'est sur une période effectivement donnée. Il y a souvent... donc en haut, j'ai mis un peu les critères que vous devez définir par rapport aux structures qui peuvent vous intéresser. Est-ce que c'est un programme court? Est-ce que c'est un programme long? Est-ce qu'il y a une prise de capital? Est-ce que les services qui sont proposés sont ceux que vous recherchez? Et quels sont les volumes ou le nombre de projets qui sont accompagnés dans ces structures? Donc les accélérateurs, souvent, c'est des promotions avec un nombre important de projets. Des services, donc est-ce qu'il y a par exemple des bureaux qui vous sont offerts? Donc dans les accélérateurs, c'est pas toujours le cas, mais cette notion d'accélérateur, effectivement, elle permet de dire je vais me développer pendant 3 mois, pendant 6 mois avec des gens qui vont m'accompagner sur cette étape-là. Les incubateurs, donc typiquement 50 Partners fait partie des incubateurs, c'est des programmes d'accompagnement qui sont des programmes longs, donc ça veut dire c'est un peu comme un investisseur qui rentre au capital, il ne va pas vous aider pendant 3 mois, pendant 6 mois, il va le faire pendant 12 mois, 18 mois ou même plus, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose sur le projet. Il y a une prise de participation au capital. Les services, donc les principaux services, c'est effectivement alors, le mentoring qui est présent essentiellement chez les accélérateurs et les incubateurs, aussi un peu sur la partie investisseur, mais plus rarement de façon structurée, en tout cas dans les pépinières. Si on prend des pépinières d'entreprise où on offre des bureaux, il n'y a pas le service de mentoring qui vous est proposé. Ils peuvent vous mettre en contact avec des gens, mais ce n'est pas forcément un service qui est proposé. Donc il y a le mentoring, il y a donc les bureaux, donc effectivement pépinière, c'est toujours le cas. Accélérateur, c'est assez rarement le cas. Incubateur, ça peut être le cas ou non. Et évidemment, Friends and Family et Early Investor, c'est pas le cas. Il y a l'écosystème. Donc dans l'écosystème, c'est quels sont les acteurs qui sont rassemblés autour de la structure qui vont pouvoir vous aider. Donc ça va être des grands groupes, des médias, des écoles, des prestataires de services comme des avocats, des experts comptables, etc., qui sont autant de prestataires qui peuvent vous mettre le pied à l'étrier sur des sujets un peu administratifs ou de quotidien ou de développement initial et qui sont plus ou moins proposés. Donc dans les pépinières parfois, accélérateurs aussi, incubateurs aussi, puis Friends and Family et Early Investors, pas vraiment. Sur les Friends and Family et Early Investors, je pense qu'en amorçage, c'est un sujet qui est important parce que c'est les gens qui vont être autour des projets dans la phase vraiment initiale. Avant de trouver des investisseurs structurés, il va y avoir les gens autour de vous. Alors, je rajoute Early Investor à Friends and Family parce qu'on dit toujours le financement, on va le trouver autour des Friends and Family. Sauf que tout le monde n'a pas des Friends and Family qui ont les poches profondes. Et donc, en fait, ce qu'on entend par Friends and Family, c'est quand même beaucoup plus les gens qui sont à même d'évaluer un projet à une étape de développement très amont. Et dans une étape de développement très amont d'un projet, il y a quoi? Il y a une équipe, donc des gens. C'est pour ça qu'on dit que les Friends and Family peuvent investir, parce que c'est les seules personnes qui connaissent suffisamment l'équipe, donc l'actif principal, pour y investir, en disant je ne sais pas trop ce qu'il fabrique, mais je le connais, c'est mon frère, c'est mon oncle, c'est mon cousin, et je sais que c'est quelqu'un de sérieux, je sais qu'il va aller au bout et se bouger, et puis de toute façon j'ai envie de l'aider. Et la deuxième catégorie, le deuxième actif du projet, c'est le marché ou le positionnement, la vision que vous avez sur un marché. C'est-à-dire que dire, voilà, je veux innover sur un marché, je me positionne de cette façon-là et je pense que c'est la bonne façon. Sauf qu'il n'y a pas de métrique, il n'y a pas de réalisation, il n'y a rien qui a été lancé sur le projet pour montrer que c'est effectivement la bonne voie. Donc il y a une autre catégorie de gens qui peuvent vous aider à ce stade-là, c'est les gens qui sont des spécialistes du marché. Donc des professionnels du marché, des entrepreneurs sur ce secteur-là, qui connaissent très bien le marché et qui, eux, sont à même de pressentir que le positionnement est bon ou pas. Donc ça peut être intéressant d'aller sur un marché donné, identifier des gens, ça peut être sur LinkedIn, sur Viadeo, sur n'importe quoi, d'aller trouver des personnes qui connaissent bien le domaine et qui vont dire bah oui, effectivement, ça c'est intelligent, j'y crois et j'y vais. Et c'est plutôt ces gens-là qu'il faut aller voir en phase de démarrage, enfin en complément, on va dire, du Friends and Family. Mais
surtout sur le financement amont, c'est des gens qui sont importants. Donc si vous voulez, quelques noms vous devez les connaître, hein, mais d'accélérateurs, il y a des gens comme le camping, comme l'accélérateur, comme The Family. Ça c'est plutôt à Paris. Je connais un tout petit peu moins ce qu'il y a à Lyon, mais je suis persuadé qu'il y a énormément de structures de ce type-là. Des incubateurs, c'est plutôt effectivement des gens comme nous, 50 Partners. Et puis des pépinières, il y en a énormément de public. C'est-à-dire que Paris Incubateur, par exemple, je crois que c'est 100 000 mètres carrés de bureaux mis à disposition des entrepreneurs. Donc il faut faire un dossier, et puis voilà. Mais il y a énormément de bureaux mis à disposition. Si je continue dans le mouvement, toujours un bon conseil de plier les jambes. Donc pour évoquer le financement public et les subventions. Donc là, c'est tout le financement que vous pouvez avoir par les subventions. C'est d'autant plus vrai quand c'est des projets spécialement R&D, avec une forte dimension d'innovation. Il y a énormément, et qui sont mal connus d'ailleurs, hein, mais de subventions qui sont offertes par des organismes gouvernementaux, dont Oseo. Enfin, alors aujourd'hui, c'est la BPI qui rassemble Oseo, FNA et Caisse des dépôts. Et auprès de qui vous pouvez trouver énormément de financement. Il y a, on voyait aussi au tout début, il y avait Cap Digital que vous voyez comme logo. C'est des gens qui ont des fonds très importants à disposition, des projets qui vont avoir des projets de recherche et d'innovation. On peut mettre énormément de choses derrière cette étiquette d'innovation. Et quel que soit votre projet, globalement, c'est bien d'aller voir ce qu'ils proposent. Ils font souvent des appels à projets et ils ont des sommes très importantes à allouer à des entrepreneurs. Ça peut être 500 000, 1 million, 2 millions d'euros pour développer un projet. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir ces gens-là. Les régions, en PACA notamment, elles sont extrêmement dynamiques. Et puis des prêts d'honneur. Alors il y a notamment des gens comme le réseau Entreprendre, qui est aussi dynamique d'ailleurs dans la région, qui offre des prêts d'honneur à des projets. Donc là, c'est des prêts à taux zéro de 50, 100 000 et parfois plus, parce qu'ils sont en association avec des banques qui financent également avec ces gens-là. Je ne m'attarde pas trop sur ces financements, d'abord parce que je ne suis pas spécialiste et qu'il y a des gens dont c'est le métier d'aller chercher des subventions et qui font ça très bien, donc il suffit de trouver des professionnels qui le font, et puis que vous retrouvez à peu près tout sur Internet, sur Oseo, vous avez l'ensemble des subventions et des crédits qui sont alloués aux entrepreneurs. Le financement privé, donc c'est globalement le cœur du sujet. Il y a aujourd'hui en amorçage plusieurs façons de trouver du financement. Là, je liste effectivement les principales. Donc, si on fait un point sur le crowdfunding, c'est un grand sujet, en tout cas très à la mode en ce moment. Le crowdfunding, donc vous voyez ce que c'est. Hein, je poste un projet sur Internet, je dis que je veux lever des fonds, et puis, entre guillemets, le tout venant va pouvoir mettre de l'argent sur le projet. On en parlait ce matin, notamment avec AngelList. C'est quelque chose qui marche très bien aux États-Unis. Ça, c'est le crowdfunding en financement pur de projet. Ce qui est connu comme modèle et qui marche très très bien, c'est des modèles comme Kickstarter, où là, c'est du financement non pas en contrepartie d'une prise de participation en capital, mais en contrepartie d'avantages en nature. Donc ça veut dire que vous voulez lancer un produit, vous en avez pour 200 000 euros à lancer un pilote, vous allez dire voilà, je veux lancer ce produit-là, j'ai besoin de 200 000 euros, appel à la population, et puis tous les gens qui investissent, vous leur proposez de mettre de 50 euros à 3 000 euros, puis en fonction de ce qu'ils mettent, donc s'ils mettent par exemple 1 000 euros, ils ont droit au produit en prime ou un produit spécifique pour eux, ou s'ils mettent 50 euros ou 20 euros, un autocollant, etc. Donc vous définissez plein de goodies liés à votre produit, évidemment, que vous offrez à tous ces gens. Donc en fait, ça ne vous coûte rien, sauf des produits, mais ça permet d'avoir des financements gratuits, et ce ne sont pas des actionnaire au capital. Donc ça, c'est le modèle Kickstarter. Puis après, il y a le modèle prêt de participation dans le capital, et ça, c'est des gens comme WeSeed, comme anciennement Faisons Affaires, comme Anaxago, comme Smart Angels. Il y en a, je crois qu'il y en a plus d'une quinzaine aujourd'hui en France qui font ça plus ou moins bien, donc trouver des plateformes. Mais là, ils demandent à des gens d'investir dans le projet, et là, ces gens-là deviennent actionnaires de la société. Il faut bien que ça réponde à une logique par rapport à la société que vous avez, parce qu'on se retrouve quand même avec beaucoup d'investisseurs. Mais ça permet de lever des fonds en amorçage auprès de gens qui croient dans le produit. C'est spécialement intéressant quand c'est un produit très B2C, que vous voulez faire connaître auprès de plein de gens qui vont être prescripteurs après sur le projet. Ça permet de lever en général
entre 50 et 300 000 euros si vraiment le projet est extrêmement sexy et extrêmement compris par le public. Les business angels, donc il y a énormément, il y a eu une vague très importante de business angels au moment de la défiscalisation, de la loi sur la défiscalisation ISF. Donc il y a beaucoup de gens qui sont devenus business angels parce qu'au lieu de donner de l'argent aux impôts, globalement ils pouvaient l'investir dans des projets, ce qui était intelligent. C'est un tout petit peu moins vrai aujourd'hui parce que la défiscalisation est moins intéressante et qu'il y a des contraintes fortes. Mais n'empêche qu'il y a un réseau qui s'est constitué de business angels partout en France qui est extrêmement important. C'est intéressant d'aller voir ces gens-là, surtout les organisations de business angel, plus exactement. Donc il y a des France Angel, vous allez sur le site de France Angel, vous avez l'ensemble des organisations de business angel de toutes les régions que vous voulez. Et vous pouvez toquer à la porte de ces gens-là et présenter devant une salle, un peu comme ça, vous présentez votre projet. Puis à la fin, les gens disent ça nous intéresse ou pas et investissent en direct dans les projets. Donc vous avez 5, 6, 10, 20 business angels qui vont rentrer au capital. En général, c'est des tickets entre 10 à 50 000 euros par personne, donc ça permet d'aller lever jusqu'à 300, 400, 500 000 euros parfois. Il n'y a pas forcément de qualification sur les angels, il y a tous les secteurs ou toutes les appétences qui sont représentées parmi les business angels, mais c'est un moyen de lever des fonds qui est intéressant aussi. C'est souvent un peu long parce que c'est des gens dont c'est pas des professionnels de l'investissement, mais donc c'est souvent il y a beaucoup de tours, il faut faire 3, 4, 5 présentations auprès de tous les angels pour aboutir sur une finalité de financement. Il y a un niveau intermédiaire entre les angels et les VC qui sont les fonds d'entrepreneurs ou les fonds d'angels, vous voulez, mais qui se développent beaucoup. En gros, c'est des angels qui se rassemblent à plusieurs pour avoir une capacité d'investissement qui est plus importante. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'AFIC, qui est l'Association française des investisseurs en capital, ou non, essentiellement là. Les plus connus étant les Isaïe, Isaïe c'est un VC, mais des Jaina, des Kima, des Fadiez, des Network Finance, des gens comme ça. Seed4Soft, qui est spécialisé dans le soft, et qui sont de plus en plus présents dans les deals en amorçage. Les VC, venture capitalistes, capitaux investisseurs en français, qui interviennent plutôt dans la phase aval, donc à partir d'1 million d'euros d'investissement, donc si vous levez entre 1 million et 3 millions d'euros, les fonds d'investissement font du sens. Alors il y a depuis peu, et notamment à l'initiative du FNA, du fonds d'amorçage, Fonds national d'amorçage, des poches d'investissement qui sont allouées à des fonds d'investissement pour investir en amorçage. C'est-à-dire qu'ils sont imposés d'investir dans des projets qui font pas de chiffre d'affaires. Et du coup, les tickets peuvent commencer à 200, 300 000 euros, peut-être parfois un petit peu moins. Là, il n'y en a pas 15 sur la place, mais ils sont faciles à trouver. Il suffit de taper FNA fonds d'investissement, vous voyez là où le FNA a mis de l'argent. Mais c'est Elaya, Xange, Alven, Isaïe, Origa, vous les trouvez assez facilement. Il y a une dizaine de fonds, je dirais, sur la place de Paris qui font vraiment de l'amorçage, et c'est très intéressant, ça dynamise énormément le marché, et ça permet de lever des fonds vraiment en seed. Mais sinon, le gros quand même des investissements VC, c'est 1 million, 3 millions d'euros sur des projets plutôt avancés. Leur métier étant d'essayer de limiter un maximum le risque. Donc, quand on va avoir des VC, il faut avoir des métriques très solides parce qu'ils ont besoin de voir qu'il y a une vraie traction, que c'est vraiment lancé et qu'on y va. Donc il faut faire attention aussi aux VC parce que quand vous avez un projet qui est jeune, ce qui doit être votre cas, si c'est bien le sujet qu'on traite, mais ils sont très intéressés pour s'éduquer sur des sujets et voir beaucoup d'entrepreneurs. C'est leur métier. Je l'ai fait un tout petit peu, mais ils peuvent passer leur journée à rencontrer des projets un peu trop early, mais c'est pas grave, parce que ça les intéresse de voir ce qui va se passer demain, de prendre des premiers contacts avec des entrepreneurs qui, peut-être dans 6, 9, 12, 18 mois, vont faire un tour de table après. Et donc le premier contact qu'ils auront initié leur permettront d'être un peu en première ligne pour investir dans les projets. Et donc souvent ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire, si le projet est un petit peu trop jeune, que vous avez mal calé, vous êtes un petit peu trop en amont pour aller voir des VC, mais que vous envoyez des mails puis vous dites super, Partech m'a dit ok, je vais voir Partech, vous allez faire 2 tours avec Partech, et puis après on va vous dire c'est bien, ça nous intéresse vachement, en plus l'équipe est top, vous êtes super, revenez nous voir, mais pour l'instant c'est trop jeune. Et ça, vous pouvez faire 20 rendez-vous qui sont très fatigants, très compliqués, et qui vous demandent beaucoup de travail. Et voilà, c'est un peu une perte de temps, mais bon, c'est à savoir. Pour aller voir des VC, il faut avoir le bon niveau de maturité pour rentrer dans leur case.
Un petit mot sur les leveurs de fonds. Donc tout simplement, ce sont des structures qui accompagnent les projets, qui vont vous aider à structurer le projet et à aller voir les bonnes personnes, toquer aux bonnes portes de la bonne façon, leur adresser les bons messages et vous accompagner jusqu'au closing du deal. En général, la rémunération des leveurs en contrepartie de cette prestation, c'est entre 5 et 10% des montants levés par leur intermédiaire. On fait un peu ça dans Investir en direct, on n'est pas vraiment lever, mais on accompagne des projets sur des levées de fonds plus limités, donc entre 500 000 et 1 million d'euros. Et on est rémunéré à hauteur de 5% des montants levés uniquement en success fees. Donc ça veut dire que si on participe que sur une partie, on est rémunéré que sur cette partie-là, parce qu'en fait on ne s'adresse qu'à une population limitée d'entrepreneurs qui sont susceptibles d'investir dans les projets. Un lever, on va dire très professionnel, un Chausson Finance, un Clipperton, des gens comme ça, ils prennent une exclusivité parce qu'ils vont aller voir la terre entière et d'où que vient l'argent, ils sont rémunérés sur ces montants-là. Et c'est une activité un petit peu différente. C'est intéressant d'aller voir un lever parce que, si vous êtes encore une fois à un stade de maturité qui vous permet d'aller voir plutôt des fonds d'investissement, parce que lever 300 000 euros, le lever il va même pas regarder, il regarde plutôt à partir d'1 million, voire plus, parce qu'il est rémunéré là-dessus, que le temps qui passe, il faut bien qu'il amortisse, donc c'est intéressant à partir du stade VC. Mais c'est intéressant parce que ça permet de calibrer le projet et d'être très efficace sur les contacts que vous avez avec les VC, et souvent ça peut faire la différence. Je vous ai fait un petit... j'ai rien inventé là-dessus, mais sur la courbe de croissance d'une société et les différents éléments d'une levée de fonds d'amorçage à ces différentes étapes. Ce qui est important, et je reviens au coup droit de Nadal, c'est l'ensemble de l'homogénéité que vous allez pouvoir proposer à des investisseurs sur une levée de fonds. C'est-à-dire qu'en fait, une levée de fonds, quelque part, c'est pas très compliqué de lever des fonds, si tant est que le projet est de qualité, etc. Si vous trouvez la bonne fenêtre et le bon timing, que vous adressez aux bonnes personnes, sur les bons montants à lever et avec les bonnes valos, etc. Donc il y a une homogénéité générale qui permet de lever des fonds ou pas. Donc il y a quand même une bonne réponse. On se demande toujours, est-ce que oui, mes valos c'est un peu au pif, les montants c'est un peu au pif, etc. C'est pas très vrai. Il y a une bonne réponse à un moment donné de la vie d'une entreprise qui est que je peux lever 300, je ne peux pas lever 800. Je peux lever sur 1 million de valos, je ne peux pas lever sur 3 millions de valos. Donc c'est pas trop du pif. Il y a une homogénéité qui correspond à ça, qui est vachement dure à trouver parce qu'on ne sait pas à quel moment on est exactement. Surtout quand on est dans le guidon, qu'on est entrepreneur, qu'on croit dans son projet, on a l'impression d'être déjà tout en haut. Ou en tout cas toujours un peu en avance de ce qu'on est véritablement, mais c'est très compliqué de trouver cette équation, d'autant que les entrepreneurs ne connaissent pas forcément les niveaux d'intervention des acteurs qu'on a définis là. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent énormément de temps un peu à perte d'aller voir les VC parce qu'ils se disent c'est super, je vais lever de l'argent avec les VC. Puis ils reviennent 6 mois après en disant en fait non, ça marche pas. Oui, effectivement, il faut aller voir à ce stade des business angels parce que vous ne pouvez pas lever 1,5 million, vous pouvez lever 500 000 euros. Donc c'est important en amont pour gagner du temps et pour réussir une levée. Moi je dis le principal, c'est une homogénéité globale de tout. C'est préparation du coup, taper dans la raquette, taper dans la balle et bien finir le jet. Donc c'est à quel moment je lève des fonds, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, combien je peux lever. Donc si on prend les différents stades, en création pré-revenu, personne ne va me donner d'argent pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est que j'ai rien à montrer. Donc les seules personnes qui vont me faire confiance, c'est les friends and family et la catégorie de gens qui peuvent connaître un peu mon secteur. Je vais lever entre 50 et 100 000 euros. Et on se pose toujours la question de la dilution, on pourra y revenir si vous voulez, valo et dilution, c'est un long sujet. Pardon. Mais globalement, il y a un constat, en tout cas, qui se fait dans les deals, c'est que c'est toujours entre 15 et 35% du capital. Pourquoi ? Parce que un investisseur, il ne va pas prendre 50% du capital d'une boîte, parce que sinon, il enlève de l'incentive aux entrepreneurs qui ne vont plus être intéressés au projet. Il ne va pas non plus prendre 5% du projet. Donc en fait, dans les faits, c'est toujours entre 15 et 35% du capital. Donc la vraie métrique, la vraie variable en fait dans tout ça, c'est le montant qu'on lève. C'est pas tellement le pourcentage de la dilution en fait. Donc pas tellement la valo. La valo, elle en découle. On reviendra sur la valo. Mais globalement, aujourd'hui, je suis à un niveau de maturité qui est le premier, je lève 100 000 euros et je lâche 20 ou 25% du capital. En fonction de plein d'autres choses, mais globalement, c'est ça. Si je commence à avoir des premiers revenus, je vais pouvoir aller voir des business angels, lever entre 300 et 800 000 euros, et je vais avoir à peu près le même niveau de dilution.
Et sur la croissance et développement, donc il y a effectivement les fonds d'amorçage qu'on évoquait tout à l'heure, qui vont intervenir entre 500 000, 1 million, peut-être un peu plus. Et les VC qui interviennent, comme on disait, entre 1 et 3 millions. Toujours à peu près au même niveau de dilution. Ce qui est important sur la valorisation et sur la dilution, donc indépendamment des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, qui est que de toute façon, on ne lâchera pas sur un tour moins de 10% ou 15%, et qui ne prendront pas 50%, c'est qu'il faut toujours relativiser la valorisation aux conditions qui sont associées à l'opération. En fait, la valorisation, c'est un peu le dernier élément. Ce qui est le plus important, c'est les conditions du deal. Souvent, les investisseurs, ils disent OK sur le deal et OK sur la valo. Et là, l'entrepreneur, il dit youpi, c'est gagné, j'ai fait mon deal. Mais en fait, pas du tout. C'est là que ça commence les problèmes. C'est que là, il envoie sa term sheet et il commence à dire, bah voilà, avec son pacte d'actionnaires. Et là, il y a un ensemble de clauses que vous ne comprenez pas au début, que vous demandez à quelqu'un ou si vous connaissez, vous rentrez dedans. Et puis vous dites, bah non, là ça marche pas, vous pouvez pas me prendre la moitié de la boîte si on vend à une valo inférieure à celle qu'on avait dit, etc. Du coup, au final, l'entrepreneur ne peut ne jamais avoir le pourcentage qui est écrit sur le papier à cause des clauses. Donc en fait, la valo ne veut rien dire facialement. Les clauses, là on évoque les clauses de liquidité préférentielle qui font que si on est à 70 pour l'entrepreneur, 30 pour l'investisseur, des clauses de relution où l'investisseur va dire moi quoi qu'il arrive je récupère d'abord mes billes que j'ai investis et après on se répartit au prorata, ben, ça fait que ce ne sera jamais 70-30. Ce sera toujours plus que 30 et moins que 70. Donc et il faut voir à quel niveau. Parfois c'est très significatif, ça peut être 70 pour l'investisseur, 30 pour l'entrepreneur. Donc la valo, elle est sur le papier, ça fait très beau et souvent les entrepreneurs sont très contents de dire j'ai levé sur 3 millions d'euros de valo, sauf que derrière les conditions sont affreuses et que ça correspond à rien du tout. Donc vaut mieux négocier des bonnes conditions de pacte d'actionnaire, à défaut d'avoir une bonne valo, que l'inverse. Donc en fait, ça ne doit pas vraiment être un sujet. Il faut avoir une idée générale du capital qu'on veut offrir aux investisseurs ou qu'on veut bien lâcher aux investisseurs contre le capital dont on a besoin. Mais ça ne doit pas être... Et surtout, ne pas s'avancer sur les valos que l'investisseur va dire « Ok, quel valo vous pensez ?» Une valo entre 1 million et 5 millions d'euros, en fait, ça peut être à peu près la même chose, modulo ses conditions, modulo la relation que les entrepreneurs peuvent avoir, etc. Mais si vous dites 5 millions d'euros sur le papier, en gros, il ferme la porte et puis il dit « Je ne veux pas entendre parler de vous, vous êtes complètement cinglé ». Si vous dites 1 million, il dit « Ok, là, ça rentre dans mes cases » et voilà. Et c'est là qu'on peut commencer. Donc c'est bien d'avoir une idée d'une fourchette, vaut mieux dire « moi, je cherche un investisseur de qualité et puis je suis prêt à offrir 15, 20, 25% du capital en fonction des conditions, du montant qu'on lève, de tout un tas de choses. Mais ça donne une idée globale et en général, l'investisseur il dit « Ok, bon, il n'est pas complètement fou. » Mais il y a beaucoup de projets qui se font retoquer parce que les valos sur le papier semblent complètement folles. En disant « Moi, mon projet, il vaut 10 millions d'euros. » etc. Donc souvent, on ne passe pas le deuxième tour à cause de ça. Et c'est vrai aussi en amorçage. Les valos sont moins sensibles en friends and family parce que c'est des gens qui vous connaissent et qui ne sont pas des investisseurs professionnels. Mais voilà. J'ai encore un peu de temps. Bof. Bah, si vous voulez, si vous avez des questions, peut-être je peux y répondre. Globalement, j'ai fait un tour global de différentes structures rapides, hein, mais s'il y a un type de structure que vous voulez creuser ou si vous avez des questions... Oui. Dans les structures d'accompagnement ? Parce que dans le financement, c'est jamais gratuit. Enfin, si, les subventions. Après, ce qui est gratuit, il y a plutôt les pépinières. Les pépinières qui sont gratuites. Après, sur les solutions d'accompagnement type accélérateur, incubateur, c'est jamais gratuit. Si c'est gratuit, c'est qu'il y a une prise de participation en capital en général. Sinon, c'est payant. Il y a toujours un modèle. Je ne suis pas sûr qu'il faille courir après les choses gratuites pour les choses gratuites, à part les bureaux qu'on peut vous offrir, que certaines structures peuvent offrir. Mais ça dépend surtout de ce que vous cherchez. Si vous cherchez l'accompagnement, il vaut mieux une structure sérieuse et que ce soit payant ou qu'il y ait une prise de participation en capital que des choses gratuites. J'essaie de réfléchir. Le réseau Entreprendre, c'est gratuit.
c'est bien là d'entreprendre. C'est... Non, il y a un espèce de portail avec l'ensemble des acteurs, et puis payant, pas payant. Si, enfin, il y a des comparatifs qui sont sortis sur les incubateurs et les accélérateurs, mais c'est différent aussi des pépinières. Je ne sais plus qui a fait ça. Il y a Paris Business Angel, je crois, qui a fait ça. Il y a un article, il y a un dossier dans l'entreprise la semaine dernière. J'aurais pas le dire parce qu'ils disent n'importe quoi sur 50 Partners, mais ils balayent à peu près toutes les structures qui existent. Mais c'est assez focusé Paris, et c'est une erreur à mon avis, mais il y a beaucoup de choses en région, donc il faut regarder ce qui existe sur les régions où vous êtes. Les accélérateurs, incubateurs, on dit que c'est la mode, c'est nouveau, il y en a trop, etc. On n'a rien inventé. Le réseau Entreprendre existe depuis des dizaines d'années et ça marche très bien. Et il y a plein de structures comme ça. On n'a fait que formaliser une structure d'accompagnement, en fait, mais la Silicon Valley ou n'importe où dans les pays anglo-saxons, l'accompagnement de type incubateur-accélérateur, ça a des dizaines d'années. C'est simplement un groupe de personnes qui ont des compétences, qui veulent aider un groupe de personnes qui ont besoin de compétences, des entrepreneurs. Donc ça dépend de ce que vous recherchez comme compétences, mais il y en a partout des groupes comme ça. Ça peut être des fonds, ça peut être des groupes d'angels, ça peut être des accélérateurs, des incubateurs, des pépinières. Mais non, il n'y a pas un panorama complet, exhaustif, gratuit, payant, existant, mais après sur Internet vous trouvez quand même à peu près tout, hein. Mais voilà. Oui. À quel moment il faut faire appel à des business angels? Là, sur votre tableau, vous parlez de faire appel à des business angels au premier revenu. Au premier revenu. Oui. Oui, parce que les business angels, c'est pas des believers, quoi. C'est des gens qui sont souvent des gens qui ont un petit peu d'argent, mais qui investissent avec une stratégie patrimoniale, qui dit cette année, je veux faire 5 opérations à 10 000 euros. Ils ont une logique aussi de portefeuille, hein. C'est comme on investit en bourse, ils investissent dans des projets. Donc comme ce n'est pas des professionnels forcément du secteur, vous allez arriver en disant voilà, pub sur mobile, voilà mon positionnement, voilà, ça. Souvent c'est des gens qui ont un peu de bouteille, qui ne connaissent pas forcément bien le mobile, et qui vont dire peut-être, mais moi j'y connais rien, donc montrez-moi des chiffres. C'est un peu moins vrai que des investisseurs professionnels comme des VC, mais les business angels, ils sont pas... je ne crois pas que je connaisse de projet qui étaient financés par des business angels pré-revenus, quoi. Enfin, pré-revenus... entendons première traction, hein. Ça peut être, si c'est un site média, ça peut être une audience quand même qui commence à être significative. Ce qu'on appelle un peu une proof of concept, c'est je réponds à un besoin avec un produit, ce produit il est consommé par des gens. Si c'est un média, il y a des gens qui viennent sur le site, et ça pousse, j'ai testé des leviers, je vois où ça marche, donc j'ai besoin de 200 000 euros pour aller plus loin, ou 300 000 euros pour aller plus loin. C'est pas forcément du chiffre d'affaires, hein, mais... c'est vrai aussi d'ailleurs, il y a des VC qui investissent, comme on le disait tout à l'heure, pré-revenus, mais il faut qu'il y ait un démarrage de quelque chose pour montrer que ça tourne. Avant ça, faut bootstrapper et aller chercher des gens. Mais c'est trop rarement fait, mais d'aller chercher des gens du secteur, c'est souvent extrêmement efficace. Ce qui est intéressant dans les business angels et les fonds d'amorçage, c'est pas tant les investisseurs que les entrepreneurs sont extrêmement qualifiés pour investir dans les projets parce que ce sont des entrepreneurs et qu'ils y vont beaucoup plus par passion que par stratégie financière. N'importe quel investisseur qui a une stratégie financière, faire du private equity, faire de l'amorçage, c'est un peu une connerie. Tout le monde sait que depuis 20 ou 30 ans, le capital risque, c'est 0% de performance financière en Europe. Alors il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres et qui font du plus, et des gens qui font du moins. Mais on recommande de faire du private equity à hauteur de entre 2 et 4% de son patrimoine en général. Donc ça peut pas être... c'est forcément que ça répond à autre chose. Or, les entrepreneurs, ça répond complètement à autre chose pour eux, parce qu'ils sont entrepreneurs, qu'ils ont envie d'entreprendre. Et quand ils ont fini une boîte, qu'ils ont vendu une boîte, le fait d'accompagner des nouveaux projets, ça répond à un vrai sujet. Donc d'aller voir des gens qui sont experts dans leur domaine, ça peut être pas forcément des entrepreneurs, ça peut être des cadres dirigeants dans un secteur donné, mais ils vont dire, tiens, un petit morceau d'entrepreneuriat que je vais pouvoir vivre avec ce projet parce que j'y crois, que je vais les aider, que je vais pouvoir leur apporter quelque chose. Aller taper ces gens-là, c'est souvent très efficace.
Beaucoup plus que d'avoir un parterre de business angels qui n'y connaissent rien, et puis de temps en temps, il y en a un qui va dire oui, mais si vous allez targeter 4 personnes dans le mobile advertising qui connaissent votre sujet, et si vous avez un bon positionnement, c'est sûr qu'ils montent à bord. C'est sûr qu'ils montent à bord, et c'est sûr qu'ils vont vous aider énormément parce qu'ils connaissent le sujet. Donc c'est hyper intéressant d'aller chercher ces gens-là. Oui. J'ai une question. J'ai pas compris comment ça se passe pour les business angels ou peu importe, enfin les investisseurs qui sortent du capital ou on entend parfois qu'il y a plusieurs tours, donc il y a encore un levée de fonds, encore un levée de fonds, donc c'est dilué après les actions, mais comment ça se passe parfois il y a des investisseurs qui sortent, il y a d'autres qui rentrent, à quel moment ils sortent. Globalement, ils veulent tous, ils sont tous motivés pour sortir, mais ils ne peuvent sortir que le jour où il y a une exit. C'est-à-dire que les tours successifs ne sont pas, ou très rarement, l'objet de sortie pour les investisseurs initiaux. Donc en gros, l'étape, si on reprend ça, c'est que on va faire une levée de 100 000 euros avec des copains, on va avoir 5 personnes qui vont mettre 20 000 euros, qui vont être au capital, qui vont prendre, mettons, 20% du capital. Derrière, on va faire un tour avec des business angels, qui vont aussi prendre 20% du capital, et donc ceux qui avaient 20 n'auront plus que 18 parce qu'ils sont dilués à hauteur de 20%. Tout le monde est dilué de la même façon. D'accord ? Donc tout le monde va baisser au fil des nouveaux tours. Et l'entrepreneur également. Après, les investisseurs ils peuvent se reluer en participant au nouveau tour. L'entrepreneur est tout le temps dilué, modulo quand même le fait qu'à un moment, s'il est trop dilué, parce qu'on peut avoir peur de ça, hein, quand on voit l'empilement des 35%, on dit à la fin, j'ai plus rien. C'est pas vrai, c'est 35% de 35% de 35% au fil du temps, donc ça réduit, certes, mais on tombe pas à zéro. Et puis surtout, quand on tombe à zéro, ou en dessous de la majorité, ou d'un niveau significatif de capital, personne n'est intéressé à ce que l'entrepreneur n'ait plus rien. Donc il y a des révolutions. Donc sur les tours en général de VC, je parlais tout à l'heure encore avec un VC qui disait telle boîte c'est super, mais le gars il a 25% du capital. Donc ils font un plan de BSA ou de révolution pour le dirigeant, pour qu'il n'ait pas 25%, mais 30, 40%, parce que tout le monde est intéressé à ce que le manager soit hyper incentivé. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter de la dilution non plus. Faire gaffe, hein, mais ça sert à rien de se faire ainsi. Non, ça ne s'empile pas, ça se dilue au prorata. Mais oui. Ouais. Oui, alors au final, sur un tour, quand vous prenez une société qui va lever des fonds avec des VC, il va avoir les 3-4 copains du début, plus 3-4 business angels qui seront intervenus après. Au final, s'il y a entre 5 et 10 personnes autour de la table, voilà, ça ne fait paniquer personne. Il faut faire attention au sujet justement crowdfunding, multi-business angel, parce que là, si on se retrouve avec 50 personnes, là c'est un souci. Alors souvent, quand il y en a vraiment beaucoup, ils font une holding, ils mettent tout le monde dedans. Donc vous avez un investisseur qui est la holding business angel avec tout le monde dedans. Comme ça, vous voyez qu'une tête. Ça se fait. Mais c'est à prévoir. C'est vrai qu'il faut éviter d'avoir... c'est bien d'avoir des gens, surtout s'ils ont un input dans le projet, avec des compétences. Mais sinon, il faut essayer d'éviter de démultiplier le nombre de personnes, effectivement. Mais un VC, c'est une personne. Des business angels, c'est 3 ou 4. Et puis après, en dessous, il peut y avoir effectivement 5 ou 10 personnes. Mais... Une dernière question, alors, c'est ça ? Ok. Non, c'est pour le temps. Les gendarmes. Ouais. Il n'y a pas de goodies, hein, B2B. Hein. C'est moins intéressant, effectivement. Vous pouvez faire des t-shirts et des autocollants, mais c'est moins adapté. Ouais. Alors, enfin, il y a les deux modes de crowdfunding qu'on a évoqués. Kickstarter, il n'y a pas un projet soft B2B qui sort sur Kickstarter. Alors, des trucs un peu spécifiques, mais c'est très produit. J'ouvre une boulangerie, je sors un produit informatique, un abastag ou j'en sais rien, enfin, un truc très matériel. Sur le crowdfunding financement prise de capital, si vous allez sur WeSeed ou etc., vous avez des projets un peu plus immatériels parce qu'il n'y a pas de goodies à offrir, c'est des prises de capital. Donc, si vous êtes en B2B, vous pouvez très bien faire du crowdfunding. Mais attention au crowdfunding. Ça dépend des montants que vous voulez lever, le nombre d'investisseurs que vous aurez.
Mais tout le monde est éligible au crowdfunding, hein. Il suffit d'aller voir des plateformes. Nous, on travaille avec plusieurs d'entre elles et ça va très bien, mais il faut vraiment que le projet soit adapté, hein. Vous envoyez un mail à Smart Angel, WeSeed et Nexago, vous aurez plein de réponses. Et puis voilà. Vous investissez aussi dans des plateformes de crowdfunding? Non, je n'investis pas, je n'ai pas encore gagné cet argent, mais on n'investit pas non plus. Investir en direct, .com, si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, mais aide des projets à lever entre 500 000 et 1 million d'euros auprès de tous les gens qui vont bien. Et 50partners.fr, si vous voulez regarder aussi ce qu'on fait, accompagne des projets hors financement. C'est-à-dire qu'on leur trouve l'ensemble des ressources, dont le financement. Hein. 100% des projets qui rentrent dans 50 Partners lèvent des fonds. C'est un prérequis, c'est nécessaire, etc. Donc on fait en sorte de trouver les fonds qui vont bien sur ces projets-là. Plus on leur offre des bureaux, plus accompagnement, etc. Mais nous, on n'investit pas. Pas encore. Merci beaucoup.